Nous parlons de Nanatsu no Taizai, également appelé Seven Deadly Sins en anglais. J'ai envie de vous dire donc que nous avons déjà 2 chapitres cette semaine-ci. Pourquoi 2? Je ne sais pas exactement, mais maintenant quand on regarde le contenu de ces 2 chapitres, il est aisément facile de se dire que si on s'était contenté du premier chapitre, le premier donc du duo de chapitres, eh bien ça aurait été un peu juste en fait. Le chapitre en soi était assez vide, aurait pu se lire assez rapidement, donc je pense que l'auteur s'est dit, voilà, comme j'avais un peu d'avance, autant délivrer 2 chapitres d'un coup. Hein, et puis comme ça permet justement au lecteur de ne pas en gros se faire trop chier, parce qu'en soi c'est vrai que ce premier chapitre peut être assez peut être assez vide. Il n'y a que le début qui semble intéressant, mais en soi il n'est qu'une sorte de chapitre de relancement et tout seul peut-être c'est un peu trop faible, donc autant filer 2 chapitres et voilà quoi, au moins tu vois, t'as du bon contenu. Hiro Mashima par exemple, qui travaille dans le même magazine, a fait ça à quelques reprises déjà par le passé. Il a livré lui 3 chapitres, parce que si on regardait bien les 3 chapitres qu'il délivrait par exemple, individuellement parlant, certains étaient un peu trop vides, un peu trop plats, il se passait pas tellement grand chose, donc du coup il a décidé de les regrouper et en offrir 3, tu vois. Bon, donc dans ce premier chapitre nous avons donc déjà Arthur qui affrontait les démons de couleur gris, et qui était aidé donc d'autres chevaliers sacrés, notamment de Nanashi qui était le samouraï justement, qui était également au tournoi de Weizel, et du coup ils ont facilement pu s'en débarrasser. Je rappelle déjà que ce samouraï Nanashi a visiblement pu se débarrasser très rapidement de ce démon gris, alors que justement on avait vu Hendrickson aider Guild Center et Other pour s'en débarrasser d'un seul, tu vois. Ils ont un peu galéré je pense, mais Nanashi lui facilement il a pu s'en débarrasser tout seul, alors que bon, Arthur c'est vrai dit bien à un moment donné, ouais, sans l'aide de Nanashi ça fait péter la gueule, etc. Donc voilà. Mais l'intérêt de cette partie là était surtout de s'attarder un peu sur le chat de Arthur. Oui, parce que ce chat, il est là depuis justement l'entraînement dans la cité des druides, donc Ishtar, si je me rappelle bien. Et donc ce chat à la base il était assez petit, là on voit qu'il a quand même grossi au niveau de la taille. Est-ce que c'est par rapport au temps ou par rapport à la force d'Arthur qui croît peut-être au fur et à mesure? Ça on n'en sait rien du tout. Quoi qu'il en soit, il a grandi, donc il y a un changement visiblement par rapport au chat et aussi par rapport à Arthur. Bon, ce chat, j'avais déjà dit il y a très très longtemps, mais je pense qu'il y avait un lien éventuel avec la légende du Katsit. C'est une légende celtique, je crois, c'est un truc qui vient des légendes celtiques, qui faisait référence donc à un chat noir avec une tache blanche. Bon, ici le chat, on l'avait vu dans la page couleur, il est de couleur blanche avec des taches rouges. Mais ce chat à la base, donc dans la légende du Katsit, est une légende qui raconte donc que ce chat empêchait l'âme des défunts, de ceux qui se trouvent autour du chat donc, de rejoindre Dieu, de rejoindre l'au-delà, et que ces âmes donc restent attachées au chat, qui les garde pour lui, je crois. Alors ça je ne sais pas tellement, mais voilà, donc en gros le chat conserve les âmes et empêche justement ces âmes d'aller rejoindre Dieu. Et justement c'est assez étrange, mais Nanashi dit bien à Arthur que tant que ce chat est avec lui, il ne pourra pas mourir. Cette phrase peut être interprétée de différentes manières. Déjà, bon, faut se poser la question comment il sait ça, tu vois. Comment il peut le savoir? Est-ce qu'il connaît la légende du chat ou quoi? Donc il faut voir un peu ce que signifie le chat, par exemple peut-être dans tout ce qui est folklore japonais ou quoi, tu vois, parce que bon, ce mec-là c'est un samouraï, il vient forcément d'une zone contrée Japon, sachant que Britannia c'est évidemment tout ce qui est Irlande, Écosse, l'Angleterre, enfin l'ancienne Angleterre, tu vois, donc tu vois, c'est des zones géographiques comme ça, tu vois. De la même manière que Weizel, t'avais un gars qui venait certainement des zones, des pays nordiques, et d'autres qui venaient d'autres contrées assez lointaines, peut-être même la France, allez, je sais pas. Mais ce samouraï, en tout cas, n'est certainement pas de Britannia, mais d'un endroit qui se rapproche plus du Japon, c'est sûr. Bon, quoi qu'il en soit, donc, pour faire le lien, peut-être que ce chat, de la même manière que le Cassis, peut-être empêche l'âme d'Arthur de se casser donc vers l'au-delà, mais reste sur lui. Tu vois. Donc en gros il aide Arthur dans le sens, ah non, ton âme reste avec moi, tu vois. Et c'est pour ça que peut-être il peut pas mourir, parce que s'il crève donc son âme se casse, et ça on le voit pas, mais son âme se barre pour aller dans l'au-delà, dans le monde des morts, tu vois, un peu comme l'âme de Aileen, donc la meuf de Ban. Et peut-être c'est la même chose ici, donc l'âme de Arthur se casse, mais le chat empêche cette âme de se casser, le garde pour lui, et au final le rend à Arthur peut-être, c'est pour ça qu'il ne peut pas crever. Bon, maintenant c'est peut-être une référence parce que le chat, voilà, il a 7 vies, donc peut-être que Arthur aussi a 7 vies, enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas donc à le mettre en commentaire. Donc le chat aussi a parlé. Il avait bien dit, ouais, ça m'arrangerait pour moi, en faisant une référence à lui-même en tant que quelqu'un de vieux, si tu pouvais devenir plus fort. Il dit ça à Arthur. Donc en gros, ce chat cherche aussi à ce que Arthur devienne plus puissant, mais ça l'arrange aussi. Pourquoi? Ça, franchement, aucune idée. Est-ce que justement le chat est avide de force et reste près d'Arthur parce qu'il a un gros potentiel et justement il attend que Arthur puisse sortir et développer ce potentiel pour justement permettre au chat, je sais pas moi, de se nourrir. Franchement, je ne sais pas du tout. Bon, il y avait une autre légende par rapport à certains chats, comme quoi là-bas ce chat était en fait un sorcier ou une sorcière déguisée. Voilà, il y a plusieurs possibilités, franchement, je ne sais pas trop, faut voir un peu dans le folklore anglais. Je n'y connais pas tellement, je vous dis juste que je connaissais déjà. Voilà. Donc par la suite, nous voyons ensuite un chevalier sacré qui a réussi à survivre et à échapper à la...
j'allais dire à la rafle, parce que en soi, le fait qu'on ait par exemple les démons qui demandent aux humains de dénoncer les chevaliers sacrés pour justement ceux-ci se fassent tuer par les démons, justement, on rappelle beaucoup un peu tout ce qui est la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, bon, le rapport avec les nazis, etc. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire un petit parallèle, je pense, bon, pas un trop grand parallèle, mais il y a moyen peut-être de faire des petits rapprochements. Quoi qu'il en soit, donc ce chevalier sacré a réussi à échapper donc à cette rafle, je vais l'appeler ça comme ça, ou cette purge, bon, peu importe, et était résigné à mourir jusqu'à ce qu'il tombe donc sur le Borhat, donc le bar que possédait Meliodas, qui actuellement est géré uniquement par Elisabeth et Hawke. Donc pas de ban, pas de king visiblement. D'ailleurs on ne sait pas trop ce qui est arrivé à ces personnages-là. Ce serait un peu bizarre de savoir qu'ils ont abandonné Elisabeth là, donc j'imagine qu'ils sont partis peut-être à un certain coin pour s'entraîner ou quoi, ou aller en lieu sûr, mais ça m'étonne vraiment qu'ils aient abandonné Elisabeth là, donc ils sont forcément pas très loin, enfin, j'espère. Quoi qu'il en soit, ce chevalier sacré n'est pas un inconnu, puisqu'en réalité il s'agit du chevalier sacré qui avait déjà combattu Meliodas par exemple au début de Nanatsu no Taizai. C'était dans la partie où il venait de trouver Diane, et c'était avant d'aller justement retrouver Ban. C'était un des chevaliers qui arrivait à se téléporter, je crois, à un moment donné. Enfin, je sais plus, il faisait équipe donc avec celle qui invoquait des insectes et l'autre qui hypnotisait, vous voyez. Donc c'est pas un inconnu, et personnellement j'avais pas reconnu direct, j'ai dû aller vérifier avant ça. Donc voilà, c'est pas tellement intéressant comme personnage, mais je pense qu'il était surtout là pour mettre en évidence évidemment les changements par rapport à Elisabeth. Celle-ci donc en soi n'a pas perdu espoir. Elle dit bien par exemple le chevalier sacré de pas abandonner et pas de baisser les bras. C'est vrai que normalement une fille comme elle, on aurait pu dire qu'elle abandonne, tu vois, parce que Meliodas est mort et c'est le héros, et voilà, tu vois, c'est comme dans Dragon Ball, Son Goku meurt, tout le monde perd espoir un peu, tu vois. Enfin, baisse pas les bras tout de suite, mais c'est totalement différent. Là Meliodas est tombé et il ne se relève pas. Bref, le chevalier sacré au final se méfie un peu parce qu'en soi ils sont d'anciens ennemis et se casse au final. Il se casse parce que voilà, ça l'embête un peu, il ne le dit pas tout le temps, enfin tout de suite, mais ça l'embête un peu de rester près d'Elisabeth qui représente quelqu'un de très lumineux dans le sens symbolique du terme, quelqu'un qui est dans la lumière, qui a encore espoir, qui peut encore combattre, alors que lui justement s'est déjà résigné dans son esprit. On ne sait pas trop ce qu'il en a dit à ce personnage là, peut-être se fera-t-il tuer par la suite, on n'en sait rien. Ensuite on suit Elisabeth et retrouve donc Elisabeth donc retrouve Meliodas qui est dans sa chambre, donc on le revoit, mais elle est quand même morte. Donc Meliodas est quand même donc toujours inconscient, mort visiblement, son corps n'a pas pourri, j'imagine que c'est donc comme je l'avais dit, comme pour les fées, dont le corps ne pourrit pas malgré la mort, mais on voit aussi les blessures de Meliodas qui ont cicatrisé. Est-ce qu'il est dans le coma ou quoi, je ne sais pas, parce qu'en soi ses cœurs sont véritablement détruits. Donc j'imagine qu'ils ont tenté de ressusciter Meliodas, donc de soigner ses blessures, mais ils ne peuvent pas remplacer son cœur, et encore moins un cœur de démon, c'est pas la même chose, tu vois, ils vont pas transporter à n'importe quel cœur à Meliodas, voilà, vous comprenez. Donc j'imagine que Meliodas a un corps qui est prêt à un retour éventuel, mais son âme, ou en tout cas, voilà, effectivement son âme s'est barrée, elle est partie en couille, tu vois. Et je pense pas que son âme soit allée dans la dimension où Aileen est allée, par exemple, quand elle était morte, tu vois, c'est un démon Meliodas d'une certaine manière, donc peut-être va-t-il autre part, t'imagines, il va rejoindre le roi des démons pour le tourmenter, enfin, pour être tourmenté ou quoi, non allez, j'exagère. Mais donc, si un retour éventuel de Meliodas, son corps en tout cas est prêt. Et maintenant, parlons du moment le plus important du chapitre, donc la fin. Puisque à la fin, nous voyons donc un chevalier sacré arriver, et d'ailleurs à travers le deuxième chapitre, nous avons entendu des rumeurs par rapport à une sorte de chevalier errant, fantôme, je ne sais pas. Et ici, il y avait un parallèle en fait, et une sorte de flashback, mais de situation qui renvoie justement au tout premier chapitre, où justement Meliodas avait entendu parler d'une même rumeur d'un chevalier qui se promènerait dans les alentours et qui était justement pris pour un des Seven Deadly Sins recherchés, mais qui était en réalité Elisabeth, qui était dans une armure. Et ici la même chose se produit, donc il y a une autre rumeur d'un autre chevalier sacré, mais ici ce n'est pas évidemment Elisabeth ni Meliodas puisqu'ils sont là, mais de Zaratras. Zaratras, donc le père de Glycenter, est l'ancien haut chevalier sacré qui en gros était le big boss des chevaliers sacrés dans le royaume de Lyonesse, et qui a été soi-disant ensuite tué par Hendrickson et Tréfus dans un coup monté qui a ensuite jeté le blâme sur les Seven Deadly Sins, causant le début de l'histoire en fait. Tu vois. Et en réalité, on apprend aussi que ce Zaratras était en vie, visiblement depuis un moment, puisqu'il était également présent à Bazel, donc là où il y avait le combat avec Gloxinia et Dolor, et donc il était déjà présent. Et en réalité, il était le chevalier Silver, qui était à la base tout seul, puis après Dolor et Gloxinia se sont dit qu'il allait faire équipe avec un des démons oiseaux comme ça, qu'on a vu d'ailleurs dans les récents chapitres. Donc il était là, il portait un casque, il dit bien donc à Elisabeth qu'il pensait pas que c'était elle et tout, il pensait qu'elle était morte même. Donc du coup le mec on voit qu'il n'était pas au courant de beaucoup de choses, mais il était quand même présent au tournoi, il s'est pas totalement dévoilé directement, mais il était quand même là. Et c'est intéressant parce que justement, rappelez-vous, il y avait déjà Frodin dans le corps donc de Dreyfus qui avait dit que c'était bizarre, que la malédiction qui lui a été lancée, enfin la magie qui lui a été lancée dessus par Denzel,
eh bien, normalement, faisait en sorte que toutes les anciennes personnes tuées par Dreyfus devaient l'attaquer comme une sorte ancienne attaque de zombies, voilà. Et techniquement, vu que Dreyfus a techniquement tué Zaratras, bah Zaratras aurait dû l'attaquer. Pourtant, ce n'est pas arrivé, ce qui suppose que Zaratras n'est pas mort. Ce qui supposait qu'il n'était pas mort, ou que son âme en tout cas est encore présente. Et on voit bien que oui, Zaratras est bien là, tranquillement, en bonne santé. Alors comment ça se fait qu'il a survécu, etc. Voilà, je vous ai déjà parlé du rapprochement qu'il y avait aussi avec Gilfrost qui ressemble à Gilsunter et qui a le même visage aussi que Zaratras. Est-ce que Gilfrost est un enfant qui a eu justement Zaratras après que celui-ci est soi-disant survécu? Pourquoi s'est-il caché? Bon, ça peut-être parce que justement déjà il avait... parce que justement Hendrickson et Dreyfus avaient pris possession du pays, donc voilà, c'était aussi une des raisons principales, j'imagine. Bon, ça on n'en sait rien. Voilà, il peut avoir plusieurs raisons, mais là il est venu aller chercher et retrouver donc Elisabeth pour une bonne raison, j'imagine, pour sauver un peu le monde. Par rapport à sa puissance, Zaratras voilà, s'entraînait, et ça je me souviens, je pense qu'on avait vu ça dans quelques flashbacks qu'on avait eu avec Dreyfus et peut-être aussi dans les vampires d'Edinburgh, je ne me souviens plus, mais on avait vu Meliodas s'entraîner avec Zaratras, et Meliodas avait bien dit que Zaratras était très très fort. Si on se base sur le niveau d'Hendrickson par exemple, qui était quand même derrière Zaratras dans l'histoire actuelle, eh bien Hendrickson doit se positionner certainement dans une puissance de combat de, je dirais, peut-être 2500 et quelques, tu vois, maximum. Zaratras, lui, doit certainement approcher peut-être des 3000. Et 3000, c'est justement la force qu'avait Meliodas à l'époque, donc 3250. Un truc comme ça, 3300, enfin je sais plus. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, Meliodas avait toute sa force de démon, c'est sûr, mais voilà, Meliodas, c'est pas parce qu'il a regagné toute sa force que s'il fait une pichenette à quelqu'un, la personne est directement décapitée, il contrôle sa force. Donc j'imagine que Zaratras devait tout de même avoir une puissance assez conséquente. Bon, alors maintenant, comment ça se fait que soi-disant on a vu son cadavre et que voilà, il est enterré ou je sais pas, bon. Ça a plusieurs possibilités, peut-être il dispose d'une magie qui l'a fait renaître, ou alors c'est les déesses qui l'ont ressuscité, ou alors c'est par rapport à ce pouvoir de druide. Parce que si je me rappelle bien, Zaratras est un druide, a du sang de druide en lui, je crois. Parce qu'il utilise un sort purge, je crois, qu'il avait utilisé pour purifier des vampires dans les chapitres des vampires d'Édimbourg ou d'Edinburgh, peu importe comment vous le dites, que justement Dreyfus, non, que Hendrickson a aussi. Donc, voilà, je ne sais pas trop. Je pensais établir peut-être une théorie vite fait comme ça, mais franchement, j'en vois pas, c'est un complet mystère pour moi. Mais il y a un lien en tout cas avec Gilfrost, puisqu'il avait une sorte d'anneau qu'avait justement remarqué Gilsunter lorsque celui-ci disait à Gilfrost, voilà, il faut aller l'aider, etc. Envoyez-moi là-bas rejoindre Meliodas avant qu'il se fasse tuer. Mais il avait refusé, donc il y a un lien peut-être avec Gilfrost, ça expliquerait pourquoi il a la même gueule. Donc c'est effectivement un des fils de Zaratras qu'il a eu justement durant les 10 ans ou quoi, ou même peut-être avant, je sais pas, on sait même pas quel âge il a Gilfrost, il peut être très âgé, comme en fait très, très jeune, ça, c'est une question de style de dessin, ça on n'en sait rien. Je veux dire par exemple Arthur, au départ il avait l'air un peu plus âgé, puis finalement avec sa gueule on voit qu'il est plus jeune, assez jeune, mais bon on sait pas trop quel est son âge, je sais pas si ça a été précisé. Donc voilà, plusieurs choses possibles. Donc Zaratras va rejoindre Elisabeth, qui va peut-être aider Arthur, et ainsi ils vont se lancer dans cette nouvelle quête pour aller récupérer peut-être des guerriers, créer cette table ronde peut-être, si effectivement cette table ronde est bien créée dans l'histoire. Allez savoir, est-ce qu'elle comprendra les Sins ou d'autres nouveaux chevaliers, ou d'anciens chevaliers qu'on a déjà vus, comme ceux de Denzel, je l'avais déjà dit. Donc ça, on verra bien. Voilà les gens, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Comme quoi on a eu beaucoup d'éléments, mais difficile d'y apporter des réponses pour l'instant, c'est encore assez flou. Et c'est tant mieux, parce que comme ça le mystère est quand même assez entretenu, parce que pour l'instant on se pose surtout beaucoup de questions par rapport à l'éventuel retour de Meliodas, mais pour l'instant il faut quand même s'inquiéter par rapport aux personnages en eux-mêmes, qui vivent dans un monde qui est déjà gouverné par les méchants. Et ça c'est un truc qu'on voit pas si souvent que ça dans les mangas. Mais je suis content de le voir en tout cas. Enfin, dans les shonen, attention. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao, et passez une agréable semaine.